je retiens parmi les tant de choses qu'a pu dire Heinz Wiesmann qu'il a dit nous ne pouvons survivre que si nous parlons une vraie langue. Et cette vraie langue, elle peut être celle dans laquelle on est né, c'est peut-être celle qu'on a adoptée, dans laquelle on a vécu. Et ce sont ces expériences-là que vont nous faire part les trois personnes de ce côté de moi, que je remercie de bien vouloir intervenir. Alors il y a Shumona Sinha, qui est né à Calcutta. Shumona, elle est de la famille Pentland, donc autant le dire tout de suite. On la connaît depuis longtemps, et puis on a vu avec plaisir grandir son développement littéraire. On a vu comment elle était devenue un bel écrivain et comment elle a eu son succès littéraire, notamment avec son roman dernier Apatride qui a été très primé. Et voilà, nous sommes contents qu'elle soit là. Alors elle est née en Inde, elle est venue en France, elle a vécu à Paris, mais elle nous le dira, avant d'arriver, un amour pour la langue française qu'elle avait commencé à avoir avant de venir ici. Andreas Becker, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Il est, en dehors du fait qu'il préside le comité des écrivains en danger au Pentland, donc il est également vice-président. Il est né à Hambourg, il est allemand et il écrit en français. Il nous dira pourquoi, c'est la première question qu'on posera à tous. Et voilà, il y a à ma droite Joan Luis, qui est un cas un peu différent. Joan Luis est un écrivain catalan, qui est né dans un drôle de pays, un département du sud de la France, qui s'appelle les Pyrénées-Orientales. C'est la Catalogne Nord. Et qui est en réalité la Catalogne Nord, et qui est donc un pays qui est depuis toujours de langue catalane, et dont la langue a été ensuite submergée par le français. Et c'est une langue qu'on parlait encore, qui est encore quasi dominante il y a 50-60 ans, et qui s'est évanouie peu à peu dans ce qu'on ne peut pas appeler une forme de modernité. Et donc on parlera de ça aussi, parce que cette façon de choisir le catalan est aussi quelque chose de très significatif. Et enfin Lakis Progilis, qui est, lui, vient de Grèce, mais qui était qui est un des peut-être observateurs les plus pertinents de ce qu'a été la vie intellectuelle européenne ces dernières années, par l'approche du roman, par la critique du roman. Et Lakis Progilis est notamment l'homme qui a créé une superbe revue qui est l'Atelier du roman. Et je crois que sa réflexion sur le roman comme création européenne, comme lieu de l'espace par excellence européen, je crois aussi nous inspirera beaucoup, et il nous en parlera en même temps qu'il pourra nous parler de son rapport à la langue française et d'autres langues d'Europe. Il a reçu le Grand Prix de la critique. Et alors, j'allais ajouter pour terminer que Lakis Progilis a eu l'an dernier le Grand Prix de la critique littéraire français pour son ouvrage sur Rabelais. Voilà. J'en ai fini. Alors, maintenant, je vais peut-être commencer par poser la première question à Shumona, à la fois peut-être sur son itinéraire, et puis son rapport à la langue française avant d'arriver en France, une fois qu'elle a été en France, avec les déceptions qu'il y a forcément quand on vit une situation qu'on a peut-être sublimée avant de venir, et puis comment de là elle est passée à son écriture dans la langue qu'elle a choisie, qui est la langue française. Et ce que ça représente pour elle d'avoir cette écriture entre deux langues, et peut-être la richesse que ça a apporté d'avoir cette double possibilité de penser et d'écrire. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Merci à vous, Pen Club, même si c'est un peu la famille. Merci à vous. Alors,
savez que venu de l'Inde, qui a été colonisée par les Anglais, il y a déjà plusieurs langues. Donc, je viens d'une culture multilinguiste. Chaque Indien, j'en ai aucune... c'est une particularité pour moi. N'importe quel Indien, normalement constitué, parle déjà 4 langues. Sa langue maternelle, hindi, anglais, une langue régionale, toutes les langues du nord de l'Inde se ressemblent comme les cousines, comme si on maîtrise bien le français, on comprend, se débrouille bien pour l'italien, l'espagnol, c'est un peu comme ça. Alors pour moi, si vous voulez, puisqu'il est question de dessiner rapidement mon parcours linguistique, bon, je crois que je peux dire que je suis née et j'ai grandi dans une bibliothèque, chez moi et aussi dans la bibliothèque de chez les grands-parents maternels et puis au lycée où ma mère était professeure de mathématiques. Et mon père était économiste, il achetait beaucoup de livres et ce sont des livres à la fois indiens, les livres bengalis, les indiens, mais aussi beaucoup la littérature du monde. Calcutta, c'est pour moi comme un vaisseau spatial qui traverse le temps, qui traverse même les espaces et qui apporte du monde entier la richesse littéraire du monde entier et traduit. Il y a des traducteurs formidables à Calcutta de toutes les langues européennes qu'on peut imaginer qui traduisent de façon presque désintéressés, je veux dire, parce qu'ils ne sont pas bien payés, on ne sait pas, il n'y a pas trop de connaissances en Europe, ils ne sont pas ici invités aujourd'hui, moi je suis là, mais sans ces traducteurs-là, sans ces professeurs-là, moi je ne serais pas ici. Donc c'est une richesse incroyable de la littérature traduite en bengali et aussi un peu en anglais. C'est comme ça que j'ai été amenée vers la littérature et j'ai commencé à écrire un petit peu comme un adolescent qui a un bouton d'âge, qui est le printemps, il y a un garçon du quartier qui m'en plaît. Donc j'ai commencé à écrire un peu de poèmes, aussi très politisé, tout ce qui se passait en Inde dans les années 80-90, dans la scène politique, ça aussi ça m'a influencé. Donc à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à écrire quelques poèmes, les brouillons, des croquis de poèmes en bengali. Et puis, il y a une notion, quand on parle de la langue, on parle de langue maternelle. Moi, je préfère dire langue natale, parce que la langue, pour moi, la langue maternelle, elle est aussi paternelle. La langue est aussi amicale. Toutes les langues de la langue bengali, exprimées par mes amis, par mes copains, copines d'enfance, par mes professeurs à l'école et plus tard à l'université, aussi, c'est une autre langue. C'est pas la même langue, c'est le même code alphabétique et linguistique, mais c'est pas la même langue. Donc, je ne préfère pas dire langue maternelle qui va comme si exclure toutes les autres langues de mon père, de mes amis, de mes professeurs. Donc je vais inclure toutes les langues bengali, donc je veux dire langue natale. Et puis, au bout d'un moment, je pense qu'il m'est arrivé que je me suis sentie comme si la langue bengali était quelque chose d'acquis, était déjà acquis. Et c'est une langue qui ressemble beaucoup à l'anglais par sa limpidité. C'est une langue rapide. Par exemple, en français, tout ce qui est de contraintes grammaticales et linguistiques qui peuvent rester contraintes toute une vie, c'est un travail de toute une vie, la langue bengali a simplifié des choses. Par exemple, je vous donne un exemple concret, les prépositions, les articles définis et indéfinis. Il y en a dans la grammaire bengali, mais dans l'expression écrite ou orale, vous ne le voyez pas. Il faut deviner selon le contexte. Ce qui fait que c'est une langue qui fonctionne comme si par l'effacement ou comme par silence. Et au départ, toute une richesse de la littérature bengali poétique et romanesque qui reste comme une richesse incroyable, mais au bout d'un moment, avec un certain temps, surtout à l'âge de 22 ans, quand à Calcutta j'ai commencé à apprendre la langue française, il m'a paru c'est comme une lacune. J'ai considéré comme si la langue bengali serait pas capable de contenir, de supporter toutes les complexités de la pensée de l'âge adulte. C'était tellement limpide, c'était acquis, c'était limpide, c'était une langue d'effacement comme ça. Et donc, quand je suis amenée à apprendre la langue française, évidemment, il y a une question de la rencontre, parce que l'anglais, bengali, tout est acquis, je suis née, il n'y a pas la sensation de l'aventure. Tandis que la langue française, j'ai l'impression que je vais vers cette langue-là. Il y a une position, une action dans ma part qui est très jouissive. Et aussi, la langue française, je pense que c'est quelque part
ma façon, ma tentative personnelle de la décolonisation. Nous sommes tellement étouffés par la culture linguistique britannique, à l'école, à l'université, le système juridique, tout ce qui est officiel et même parfois officieux en Inde s'exprime en anglais. Donc au bout d'un moment, ça a commencé à m'étouffer et la langue française m'a permis de respirer ailleurs, de créer mon petit espace décolonisé. Et ce que je disais au début, que la langue bengali, ma langue natale, il y a quelque chose de paisible, parce qu'elle est acquis, parce qu'elle est là, parce qu'elle est presque biologique, elle est dans le corps, elle est dans mon corps. Et la langue française, je vais vers cette langue-là, c'est un voyage conscient, c'est un choix conscient. Et du coup, on vit, quand on choisit une langue étrangère, on adopte une langue étrangère, on vit une intranquillité. Je ne suis jamais en une position de paix, d'apaisement avec la langue française. Elle m'oblige, elle m'impose une pensée, une stimulation en permanence. Je vais donner juste un dernier exemple, après je ne vais pas monopoliser la parole. Quand je préparais ma maîtrise ici à Paris à la Sorbonne, en lettres modèles, il y avait des séminaires qu'on choisit, il y avait des textes contemporains, séminaires de textes contemporains. J'avais choisi des poèmes de Michaud pour commenter, très bien. Eh bien, il y avait dans un poème, c'était le poète qui a écrit « Mon corps contre son corps ». Il parlait de lui-même et de sa bien-aimée, dans son amoureuse. Et moi, j'ai fait toute une histoire de 3 pages avec mon corps contre mon corps. Pourquoi le mot contre? L'amour, c'est aller contre. C'est un espace à envahir. L'amour, c'est un envahissement, c'est une pénétration évidemment, mais aussi c'est une pénétration psychologique. Donc j'ai fait toute une histoire et mon professeur a éclaté de rire. Il me dit, vous savez, c'est juste contre, c'est juste une préposition qu'on utilise mon corps contre son corps. C'est juste pour vous dire que j'ai tout est amplifié dans ma tête. Chaque mot est amplifié dans ma tête. Et donc, ce qui résonne davantage fait des échos exagérés dans mon cerveau, dans mon corps aussi, c'est parce que c'est presque physique. Je suis imbibée des mots français. Je vais peut-être développer par la suite comment j'écris, comment je procède pour écrire en français, mais c'est avant tout une aventure physique. Une langue, plus en plus, vous imbibe, vous remplit des mots qui sont amplifiés, et ben, c'est comme ça que j'écris en français. Merci. Andreas, est-ce que pour toi, beaucoup de ton rapport avec l'allemand, le français, l'Allemagne et la France, est-ce qu'on peut parler aussi de décolonisation d'une certaine manière? Bon, j'ai tellement de choses à dire par rapport à tout ce que j'ai dit. Ah, mais tu diras pas tout. Je ne vais pas tout dire. Bon, ça résonne en moi ce que tu dis, Simone. Donc l'amplification, le rôle du corps, ce rapport physique avec une langue qui est évidemment une langue étrangère, une langue plutôt étrange. Ça résonne aussi beaucoup quand tu parles de langue de résistance, de langue de rupture. C'est pas tellement le français, c'est déjà le fait que ce soit une autre langue, l'autre. Dans ce sens-là, oui, c'est certainement, il y a certainement des raisonnements plus politiques, mais que je ne voudrais pas mettre en avant pour l'instant. Parce que je voudrais revenir sur une phrase qu'on a entendue tout à l'heure. Parce que je me suis posé la question, est-ce que j'écris réellement en français? Enfin, oui, bon, c'est publié, c'est plus ou moins français. C'est dans les règles de ce qui est généralement accepté et généralement appelé français, sans qu'on se pose trop la question, qu'est-ce que ça veut dire? Où sont les limites de ces règles? Enfin, où est-ce qu'on quitte le français? Si j'invente un mot, si je construis des phrases, si je fais des phrases qui ne sont grammaticalement pas correctes, si je dis une phrase comme j'ai entendu ce matin, une magnifique phrase française, il n'y a aucune raison pour pas que ce soit annulé. Il n'y a aucune raison pour pas que ce soit annulé. Dans notre réunion ce matin du Pen Club, il n'y a pas une seule personne qui n'a tiqué. Tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Ce n'était pas français du tout.
Alors, est-ce que c'est français, est-ce que c'est pas français? Alors ça, je ne sais pas répondre à cette question. Alors, je voulais répondre à une autre, peut-être à ta question, Philippe, en disant, j'écris pas en français, et la traduction de Rilke, qui serait donc, ich möchte schreiben in dir, je voudrais écrire en toi, et le toi serait donc comme une langue, pardon? Auf dir, pardon. Auf dir. Auf dir, auf Deutsch, pardon. Je fais des fautes allemandes maintenant. Je sais qu'on me corrige, merci. Je proposerais plutôt en traduction, je voudrais écrire en toi, mais je voudrais écrire en tu, pour signifier justement cette rupture grammaticale que nous avons en nous. Et pour moi, ce qui est un point absolument essentiel, c'est que je faisais des fautes en français quand j'écris, aujourd'hui encore, ou quand je parle, je fais des fautes, mais quand je parle allemand aussi, et vous aussi, tout le monde. Il y a forcément un rapport étrange avec la langue. Alors ce que vous disiez tout à l'heure, ça m'a beaucoup parlé, il y a toujours ce risque de tomber dans la platitude, parce qu'on pense tout maîtriser. Or, vous ne maîtrisez rien du tout en français. Et c'est justement la question de l'écriture, la position de l'écrivain, la question poétique. Je ne maîtrise rien, c'est peut-être mon écrit qui me maîtrise. Alors c'est peut-être tu qui t'écris en moi, beaucoup plus que moi j'écris en tu ou en toi. Alors, est-ce que j'écris en français dans tout cela? Donc, vous voyez un peu, il y a plein de questions comme ça que je me pose, et finalement, pour finir, encore par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, j'écris en quelle langue finalement? Vous me dites, à juste titre, il y a le dire et le vouloir dire. Donc, ce que je dis dans mes livres est à peu près français. Vous allez lire mes livres, vous allez dire, oui, ça ressemble grosso modo à ce qui est acceptable dans ce corps qu'on appelle le français. Mais le vouloir dire, alors je me suis immédiatement posé la question, mon vouloir dire à moi personnellement, je le dirais en français, je voudrais le dire en français ou en allemand, ou peut-être dans une tierce langue. Alors est-ce qu'il n'y a pas dans ma façon d'utiliser le français, et pas uniquement dans ma façon, mais aussi dans le contenu, un vouloir dire caché que moi-même j'utiliserai peut-être en allemand? Et que vous découvrirez peut-être, parce que vous ne pourriez pas le vouloir dire, pas le sentir en allemand, vous direz peut-être, c'est quand même pas tout à fait français. Et ce pas tout à fait français, c'est peut-être justement ça, c'est un vouloir dire que j'exprime peut-être au fond de moi-même en allemand, ou dans des images qui viennent d'Allemagne, ou qui sont plutôt allemandes, peu importe. Et ça crée peut-être justement ce décalage qui fait que quelque chose est étrange. Donc j'écris dans une langue étrange, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit dans une langue plutôt que dans une autre? À quel moment on se fait le choix? Et qu'est-ce qu'on exprime mieux dans une que dans l'autre? D'abord, je suis la personnification de la scission dont parlait M. Fissman tout à l'heure. C'est-à-dire, dans une première vie, j'étais ingénieur de travaux publics. Donc, c'était ma langue scientifique qui était pratiquée, expérimentée. J'aimais les mathématiques à fond. Mais après, à un certain moment, j'ai choisi l'autre camp. Donc, je suis maintenant dans la littérature, et plus spécialement dans le roman. Et dans cette, disons, transformation interne, le français a joué un grand rôle. C'est une expérience personnelle, vécue et menée jusqu'à la rédaction des livres pour défendre mon idée du roman comme une création européenne, dans le même titre que la tragédie est création athénienne. Donc c'est dans ce sens que le roman va avec la modernité littéraire européenne. La définit esthétiquement cette modernité. Ajoute, fait quelque chose de plus que la tragédie, l'épopée et la poésie lyrique qui étaient déjà des acquis civilisationnels. J'ai vu quand même, en passant maintenant, j'ai vu dans le programme cette inquiétude affichée face à la mondialisation, qu'est-ce que les écrivains doivent vivre, doivent faire,
J'ai vu aussi qu'on répète souvent écrivain européen. J'aimerais quand même dire deux mots sur ces deux problèmes. Et évidemment, je partage cette inquiétude face à la mondialisation, aux réseaux sociaux, qui ont la tendance de réduire la langue en outil de communication. Là, c'est l'évidence même. Mais pour être à la hauteur de la menace, il faut réfléchir, avoir une idée claire sur ce que nous devons défendre. Donc, qu'est-ce qu'une langue? C'est une question essentielle. Qu'est-ce qu'une langue? Et bien, pour répondre, je prends le chemin le plus court. Rabelais. Évidemment, on a pris l'habitude de dire que Rabelais est le fondateur de la langue française. C'est pas faux, mais il est plus que ça. Il est le fondateur de l'universalisme humaniste de la langue française. J'insiste sur l'universalisme humaniste parce qu'il faut faire la distinction avec l'humanisme abstrait. Je vous lis, il y a dans Pantagruel 1532, premier livre, il y a la fameuse lettre de Gargandou à son fils qui va à Paris pour faire des études supérieures et lui envoie une lettre, le père lui envoie une lettre de conseil, quelle matière choisir, comment partager sa journée d'études, etc. Donc je vous lis le fragment qui concerne l'apprentissage des langues. J'entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Premièrement, le grec, comme le veut Quintilian. Deuxièmement, le latin. Puis l'hébreu pour l'écriture sainte. Le chaldéen et l'arabe pour la même raison. Et que tu formes ton style sur celui de Platon pour le grec, sur celui de Cicéron pour le latin. Que dit Rabelais? Rabelais dit deux choses concernant la langue. Il dit qu'une langue est une création collective. Vous avez entendu, hébreu, arabe, c'est une création collective. Et deuxièmement, qui a sa valeur propre, c'est-à-dire pas réductible, irremplaçable. On ne touche pas. Et deuxièmement, une langue, c'est une valeur civilisationnelle hiérarchisée intérieurement. C'est-à-dire, il y a des personnes à l'intérieur d'une langue qui s'intéressent à son amélioration, à son perfectionnement, etc. Platon, Cicéron sont indispensables. Donc si on n'unit pas, si on n'a pas en tête toujours ce double fonctionnement, cette double définition de la langue, on sera toujours exposé aux réductions et même aujourd'hui à ces subtils arguments en faveur de langue qu'il faut les défendre comme des organismes vivants. Non, ne sont pas des organismes vivants, d'après Rabelais. Ce sont des organismes qui nous font vivre, nous. Ce n'est pas la même chose. Nous avons besoin, pas pour les protéger, mais pour nous, pour vivre, nous. Donc voilà sur la question de la langue, mais aussi l'autre aspect, c'est écrivain européen, qui me paraît un peu trop. C'est-à-dire, je le vois souvent, écrivain européen. Ça n'existe pas dans la réalité. C'est difficile. Il faut le mériter. C'est un idéal. Peut-être on peut arriver un jour. Mais moi, je ne vois que très rare des écrivains, très peu qu'on peut dire des écrivains européens. Je pense à Alfred Döblin, par exemple, ou Gregor von Legery, ou Joyce, mais sont comptés sur les doigts de la main, pour avoir l'ampleur nécessaire pour dire écrivain européen. Mais il y a un écrivain européen emblématique, c'est-à-dire, moi je n'ai aucune réserve, aucun doute, tandis que pour tous les autres j'ai des doutes, mais pas sur celui-là. C'est Daniel Okish. Daniel Okish est l'écrivain européen par excellence, par ses
ses appartenances multiples, ethniques, linguistiques, culturelles, par son, son travail de traducteur, son travail acharné de traducteur, des 4 langues, russe, hongrois, serbo-croate, français, c'est-à-dire traducteur de 4 langues, c'est pas peu de choses, et par son œuvre. Par son œuvre, c'est une œuvre qui touche les 2 grands plaies du XXe siècle, c'est-à-dire les camps de concentration et les couleurs, et par sa forme, parce que c'est une forme polyphonique, d'après moi, c'est le cœur esthétique de l'Europe, la polyphonie. Bon, je ne pense pas seulement à la musique, je pense prioritairement à la musique, mais c'est sur toutes les autres formes, cette capacité d'inclure les voix autonomes pour faire un ensemble. Ça, c'est une des données de l'esthétique européenne principale. Donc, Daniel Okish, je me réfère à lui pour dire que c'est l'auteur qu'il faut lire pour comprendre le chemin qu'il faut parcourir pour devenir écrivain européen. Et je vous lis de son livre « Les résidus amers de l'expérience » un petit extrait. Résidus amers de l'expérience, le titre est déjà éloquent. Voilà. Ça, c'est un livre d'entretien et des écrits. C'est 1980. Il est mort en 1989. Cette année, nous fêtons ses 30 ans, les 30 ans de sa mort. Donc, c'est un entretien dans la quinzaine littéraire. Tout ce qui se passe ici, dans la culture, en politique, en littérature, c'est mon monde, une partie du moi. C'est même ma culture. Je connais tous les noms de la culture française. Je vis avec eux. Je leur parle. Ils me répondent. Mais eux ne vivent pas avec moi. Entre nous, aucune référence n'est possible à ma culture, à ces grands thèmes. Leurs thèmes sont les miens. Mes thèmes ne sont jamais les leurs. Donc, il faut parcourir ce chemin insigné par Daniel Okish pour arriver peut-être un jour pour dire oui, je suis un écrivain européen. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est la réalité dont parle Daniel Okish. Mais pour ne pas vous laisser dans cette amertume, il y a un autre écrivain qui peut-être, il mérite aussi d'être appelé écrivain européen, c'est Joseph Brodsky. Et Brodsky dit l'artiste, plus l'artiste est endetté, plus l'artiste a des dettes, plus il est riche. Donc c'est paradoxe, évidemment. Il réclame des dettes. Il faut avoir des dettes, beaucoup de dettes, pour aspirer à être écrivain européen. Et des dettes, c'est-à-dire à composer avec toutes les composantes, et assimiler toutes ces composantes. Et donc ce n'est pas l'étiquette écrivain européen qui nous fait écrivain européen. Pour aller de cet espace qui va de l'Atlantique au Ural, il faut avoir toutes les composantes poétiques, historiques, géographiques, poétiques de ce vaste espace. Et évidemment, je reviens, Daniel Okish était cet écrivain-là. En me tournant vers John Westwich, je pense à des choses que vous avez dites sur les langues, alors notamment qu'elles avaient une valeur civilisationnelle, et en même temps qu'elles étaient une création collective, et en même temps qu'elles nous faisaient vivre, et que ce n'est pas nous qui les faisions vivre. Je crois que ça correspond peut-être assez bien au rapport que vous avez avec la langue, peut-être, non? Oui, alors, comme je suis pour la défense des langues, mais aussi pour leur illustration, je vous dis muchas gracias por haberme invité, estimons content de ceux qui nous ont interrogé. Comme ça vous donne l'occasion peut-être une fois dans votre vie, pour certains d'entre vous, d'entendre la langue catalane. Voilà, ce qui est fait, c'est fait.
Je peux faire un bis, hein, si vous voulez. Alors, moi, je me suis reconnu dans beaucoup de choses qui ont été dites, mais donc, par un aspect un peu paradoxal, moi, le catalan est ma langue natale, je préfère aussi dire natale que maternelle. Hein. Sauf que c'était une langue dont je ne savais absolument rien, parce que c'était une langue qui, quand j'étais enfant, n'était pratiquement plus parlée par des personnes de moins de 60 ans, disons. Et chez moi, on était un peu une exception. Le catalan était une langue chez moi chaotique, extrêmement austère et qui n'était faite que pour parler des choses strictes de la famille, qui ne sortaient jamais de la famille. Je n'ai jamais parlé catalan avec une autre personne qu'avec mon père jusqu'à l'âge de 20 ans. Ma mère me parlait catalan, moi je lui parlais en français, avec mes frères me parlaient en français, avec tous mes copains, quelques-uns étaient aussi catalanophones, on ne se parlait qu'en français. Donc pour moi, l'histoire de ma langue par rapport à la littérature, c'est une histoire de récupération, mais dans l'étrangeté aussi, et dans l'intranquillité constante. Vers l'âge de 16 et 17 ans, j'ai pris conscience qu'il existait des dictionnaires de langue catalane. Je l'ignorais absolument. J'ai pris conscience qu'il existait une grammaire de catalan et donc des règles d'orthographe de catalan, et que le catalan était une langue comme toutes les autres, en tout cas comme on l'enseignait à l'école. Ça m'a donné l'impression que le catalan n'était peut-être pas simplement une langue folklorique, pittoresque, qui était vouée à disparaître nécessairement, comme on nous l'avait enseigné à l'école française, mais qu'elle avait aussi un certain potentiel. Et j'ai découvert avec émerveillement que de l'autre côté de la frontière, moi j'habitais à 10 km au nord de la frontière, mais ces 10 km étaient suffisants pour me faire ignorer tout ce qui était vraiment une langue. J'ai découvert avec émerveillement que la langue catalane avait une histoire, une littérature qui remontait au Moyen-Âge, qui était aussi ancienne que les plus anciennes langues littéraires européennes hors du grec et du latin, et qu'il y avait un corpus de littérature contemporaine très riche, et dont j'ignorais tout. Et donc, pour moi, c'était comme une sorte de labyrinthe compliqué, parce que je n'avais pas de méthode pour me fabriquer une identité, même pas d'écrivain, mais sinon simplement au départ de lecteur. Pour moi, lire un roman catalan à l'adolescence, c'était la croix et la manière, et plus, c'est affinité, c'est très compliqué. Mais quand j'ai décidé d'écrire en catalan, je me suis rendu compte que ce serait pour moi beaucoup... ce serait un avantage pour fuir cette platitude dont on parlait de la langue de culture, de la langue scolaire, hein, et que cette intranquillité, à savoir que je devais m'entourer de dictionnaires en permanence, parce que j'avais une énorme partie de tout le matériel dont je pouvais me servir pour faire de la littérature que j'ignorais ou que je méconnaissais en tout cas. Tout ça, ça serait une vertu, parce que ça m'obligerait à savoir exactement ce que je voulais dire. Ça, c'est un principe quand on veut écrire, c'est important de savoir ce qu'on veut dire. Mais parfois, on peut être perdu par la facilité de la syntaxe. Et comme je n'avais absolument aucune facilité pour la syntaxe catalane, littéraire, j'ai dû me construire un parcours personnel fait d'une énorme discipline pour arriver à faire des phrases qui puissent être compréhensibles par d'éventuels lecteurs. Déjà. Ensuite, j'ai dû aussi éviter deux écueils qui sont assez compliqués et qui sont spécifiques à des langues comme celle dans laquelle j'écris. Ce sont des privilèges assez amers et que je souhaite à personne. D'abord, l'écueil d'un certain mépris, en tout cas dans le contexte français. Dans le contexte français, la langue catalane est une langue absolument méconnue, en général très mal perçue, ignorée et considérée comme quelque chose de folklorique en voie de disparition, et sans aucun intérêt ni littéraire ni autre. Et donc écrire en catalan à Perpignan, c'est vivre l'étrangeté chez soi, sans sortir de chez... J'ai pas besoin de sortir de chez moi et de faire des grands voyages pour me sentir étranger. Il suffit que j'écrive en catalan là où je vis. Et je vis en terre catalane.
Et donc ça c'est un écueil parce qu'il faut un peu s'injecter, prendre la pompe à vélo et s'injecter de l'estime de soi au départ. C'est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour ça dans la société par rapport aux langues, dans un pays où la langue française c'est une grandeur autoproclamée et répandue dans le monde. Et l'autre écueil, c'est de prendre conscience que je me mets à écrire dans une langue qui a été condamnée à mort souvent. Elle a été condamnée à mort tout d'abord par Louis XIV. Le 2 avril 1700, dans l'année 1700, Louis XIV signe un édit qui interdit l'usage officiel du catalan et il argumente en disant que c'est une langue qui répugne. Bon, voilà. Après, en 1714, en Espagne, le roi Philippe V, aussi après une guerre d'invasion, interdit la langue catalane, qui n'est plus officielle pendant plusieurs siècles qu'en principauté d'Andorre, étant indépendant dans lequel la langue est la seule langue officielle, mais qui n'a que 70 000 habitants, donc c'est pas terrible. Pour lutter contre la globalisation, on peut mieux faire. Et la langue catalane a été vraiment condamnée à mort plusieurs fois. La dernière fois c'était par le franquisme, mais auparavant par plusieurs monarchies absolues et dictatures. Et donc il y a le danger de la solennité, de la grandiloquence, de se voir une sorte de héros de la survie, de la résistance, de la reconquête de la langue. Et ça c'est très mauvais pour la littérature, je crois. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, je crois, éviter à tout prix, de s'auto-statifier. Hein. Voilà. Donc quand j'ai eu la perception que j'arrivais à éviter tous ces écueils, d'abord quand je les ai perçus, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit que je pouvais me lancer. Et après, c'est l'aventure personnelle d'écrire, avec juste cette chose qui est aussi paradoxale et qui fait que quand on écrit en catalan, étant dans la Maison d'Europe, il me semble important de le souligner, quand on écrit en catalan, on a forcément une gratitude par rapport à la construction européenne et une certaine amertume aussi. La gratitude, c'est que sans l'Europe, il serait beaucoup plus compliqué, pour moi en tout cas, d'être écrivain catalan. Moi, je vis et j'écris au nord de la frontière, mais je publie à Barcelone et 97% de mes lecteurs sont en Catalogne, au sud de la frontière. Et ça, c'est l'Europe qui me permet de faire ces allers-retours. L'amertume, c'est parce que l'Union européenne ne reconnaît de langue officielle que les langues d'État. Et il y en a beaucoup qui passent à l'as, démographiquement importante ou pas. La démographie est un concept relatif en socio-linguistique et en linguistique, ça ne devrait pas avoir lieu. Les langues valent toutes pareilles, toutes les langues se valent, toutes les langues peuvent parler de tout. C'est vrai que quand j'écris dans une langue qui est parlée par 9-10 millions de personnes, c'est à peu près une langue moyenne dans l'Union européenne, mais qui n'est pas reconnue par l'Union européenne parce qu'il faudrait qu'elle soit reconnue par un État membre. Et les États membres européens se sont toujours refusés à reconnaître, en tout cas à permettre aux Catalans d'accéder à l'Union européenne. L'autre solution, ce serait que la Catalogne devienne indépendante, mais c'est un autre débat. En tout cas, voilà. L'intranquillité dont on a parlé, je crois, de manière assez transversale, je la revendique aussi. Oui. Reste cette question qui quand même qui est très forte et qui est l'attachement de tous ces pays à leur langue propre. Et ce qui fait qu'on a envie de s'exprimer dans cette langue, qu'on n'a pas envie d'une autre, qu'on a envie de celle-là, et qu'on en a d'autres avec lesquelles on pourrait s'exprimer, mais que c'est celle-là qu'on a envie d'utiliser, parce que c'est celle qui correspond le plus à soi-même, qui correspond le plus à son histoire, à ce qu'on a été, à ses propres envies. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on vit mieux dans une langue que dans une autre? Et voilà, je crois que c'est une question qui est absolument tardante et essentielle si on veut parler d'Europe, parce qu'on a tous besoin de vivre dans une langue qui soit la sienne propre, dans laquelle on vit charnellement, quoi, c'est ça. Alors,
Et moi, j'avoue que je vous pose des questions parce que moi, je ne donne pas de réponse. Voilà. Oui, cette question comme telle m'en parle beaucoup. Et je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord, théoriquement, que dans toutes les langues, on peut tout dire. Chaque langue peut tout dire, faire miroiter l'univers. Mais il se trouve aussi qu'il y a une différence qui est flagrante, en tout cas pour moi. Regardez, vous tous, vous êtes nés dans une langue, je ne dirais pas dans un pays, dans une langue européenne, et vous avez la possibilité, par amour ou par éducation politique, aller vers une autre langue européenne. Vous êtes presque des cousins et des cousines entre les Allemands, Français, Grecs, Espagnols, Catalans. Tandis qu'il est très difficile pour moi de créer un pont passerelle entre l'Inde et l'Europe. Vous voyez, ça c'est déjà... Je ne peux pas forcer, je ne peux pas créer ces liens irréels qui ne sont pas là, politiquement, géographiquement, culturellement, qui ne sont pas là. Donc ça serait vraiment absurde si je prétends, comme vous disiez tout à l'heure, prétendre que moi, une seule personne, une auteure d'origine indienne, venue et vivant dans la langue française, je peux considérer qu'il y a un lien aussi important entre un francophone et vous voyez. Donc c'est pas possible pour moi. C'est déjà, je pars avec un double exil quelque part. J'ai quitté la langue natale, le bengali, la culture linguistique indienne qui était présente, et aussi je suis encore dans un état naissant, un concept sartrien qui n'est pas fini, qui n'est pas défini. Je suis encore dans un état de devenir dans la langue française. Et donc, de deux côtés, il y a la falaise, il y a l'exil. Alors maintenant, pour revenir à votre question et commentaire, il y a quelque chose d'absolument d'émancipateur. C'était langue émancipatrice sans vouloir faire une éloge maladroitement. Oui, je ne voudrais pas entrer ça, parce que je vois ici dans la salle aussi mes amis de l'Afrique subsaharienne, donc je sais ce que c'est la colonisation, je sais ce que c'est une langue imposée dans un pays colonisé, je viens de là, de l'Inde, donc je n'entre pas dans un excès d'éloge, mais il se trouve que la langue bengali, déjà dans le paysage politique de l'Inde, il n'y a pas eu de révolution ni bourgeoise, ni prolétaire. Il n'y a pas eu de tentative, même de la révolution bourgeoise ou prolétaire en Inde. C'est une société féodale où le capitalisme s'est imposé. C'est aujourd'hui encore, c'est une société très complexe, à la fois où pratique féodalisme, les codes de féodalisme sont présents, et aussi le capitalisme moderne s'est imposé, s'est incrusté. Donc, dans cette société-là, puisqu'on ne peut pas parler de la langue d'écriture comme une idée abstraite, comme un concept abstrait. Je suis chair et sang, je viens d'un contexte social où ma culture linguistique ne me permettait pas, ne m'aurait pas permis, non pas seulement dire des choses, d'écrire des choses, mais penser à certaines choses. Le concept de l'amour, de la mort, de la vie, de corps de la femme, corps nu de la femme et de l'homme, tout ça, ça reste extrêmement tabou en Inde. Quand mes livres sont traduits dans d'autres langues, mais s'il y a une tentative projet de traduction en anglais par l'éditeur indien, croyez-moi, je passe des semaines à me discuter avec la traductrice et l'éditeur, l'équipe éditoriale, qu'il veut changer des mots, qu'il veut effacer, qu'il veut gommer les mots, qu'il ne veut pas dire des choses. Donc si j'avais continué à écrire dans la langue bengali, j'aurais, si vous voulez, ce fardeau de constamment de me mettre dans une bataille sociale qui m'aurait empêché de m'épanouir pleinement dans la langue. Donc je n'ai pas mis la croix dessus, je les regarde avec affection, c'est une langue de la nostalgie, une langue de nostalgie pour moi, la bengali, tout ce qui est de culture linguistique indienne, mais j'ai envie de dire que c'est à l'intérieur de l'espace de la langue française que j'ai grandi, que je suis devenue femme. Et ce n'est pas anodin.
Quand on est grandi dans une langue, quand on a l'impression d'entrer dans l'âge adulte, corps et âme, dans une langue, forcément ça nous bouleverse la pensée, les pensées et l'écriture. Donc, vous parliez de questions charnelles, pourquoi on s'en sent bien mieux dans une langue qu'une autre. La langue malgache, c'est ma langue natale. On aurait pu croire que ça serait quelque chose de beaucoup plus simple pour moi. Oui, ça a été simple, organiquement simple, mais je ne voudrais pas cette simplicité-là. J'ai choisi la complexité, le défi même de m'exprimer dans la langue française, pour que ça m'expose, ça me donne la possibilité d'aller vers d'autres horizons, que ça n'aurait pas été possible socialement, culturellement, si j'étais restée dans la langue malgache. Oui, non, j'allais te poser la question. En même temps, tu vas répondre, je te pose une question. Est-ce que si tu écris en allemand, tu tordrais la langue comme tu fais en français, et de quelle manière? Tu vois, non, hein? Ouais. Ben oui, je vais répondre exactement à cette question, parce que Shimona, tu disais aussi qu'on peut dire tout dans n'importe quelle langue. J'ai quand même quelques doutes sur cette question, enfin, j'y crois pas du tout. Enfin, pour tout vous dire. Pourquoi? Ben, je vais le dire maintenant. Il me paraît qu'il y a un rapport physique, graphique, à la page, au mot, qui est beaucoup plus émotionnel que intellectuel. Et je peux donc dire des choses en français. J'ai appris le français, j'avais à peu près 30 ans, pas tout à fait, mais bon. J'ai appris le français d'une manière intellectuelle. C'était une langue de refuge, tout ce qu'on a dit, je suis parfaitement d'accord avec ça. L'allemand, je ne peux pas le triturer comme je le fais avec le français, parce que je triturerais la langue de ma mère. Bon. Même si ça peut-être plutôt ma langue paternelle que maternelle, je ne vais pas raconter ces détails, mais bon, natale, soyons. Mais je ne pourrais pas faire ça à l'allemand. J'ai même pas essayé. Ce serait comme blesser les mots que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je pourrais peut-être le faire plus tard, après 20 ans de psychanalyse, je serais peut-être capable de le faire, mais pour l'instant, je suis incapable de le faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas seulement une certaine façon de s'exprimer, mais il y a aussi un certain contenu qu'on ne peut pas dire. Par exemple, le simple fait que personne de ma famille soit capable de lire ce que j'écris. Oui, de lire ce que j'écris. C'est une sorte... j'ai lu quelque part, je pense que c'était Beckett qui a dit il faut toujours écrire comme si sa propre mère ne pouvait pas lire ce qu'on écrit. Je pense que c'était lui. Bon, je ne vais pas raconter mon histoire, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais étant donné qu'on écrit dans une autre langue, et dans une langue autre, on écrit aussi dans une langue illisible, incompréhensible pour les nôtres. Enfin, en tout cas, ce qui est mon cas. Ça me paraît très important. Ce rapport charnel à la page, à l'écriture, au graphisme des mots, à la composition des mots, ça joue énormément dans mon écriture, qui est assez physique. Donc je pourrais, pour répondre concrètement à ta question, je ne pourrais pas le faire en allemand. Je n'oserais pas, aujourd'hui en tout cas. Quand je serai vieux et sage, ce sera peut-être autre chose. Et donc je m'installe dans un entre-deux langues. En fait, pour être précis, je ne maîtrise ni correctement l'allemand et pas encore correctement le français. Comme d'ailleurs tous les Allemands, tous les Français. Je m'installe donc dans une certaine ambiguïté, dans un inconfort, dans une intranquillité, et d'une certaine manière, étant donné que je m'installe entre les deux, dans un entre-deux, je m'installe automatiquement dans une intranquillité technique, et donc d'une certaine manière, c'est plus facile d'être dans cet inconfort-là, comme si j'écrivais dans ma langue maternelle. Parce que si j'écrivais dans ma langue maternelle, il faudrait que je retrouve cet inconfort, cette intranquillité par d'autres moyens. Sinon, ce ne sera pas ce que j'écris. Donc cette intranquillité, elle est absolument essentielle, évidemment, à la création littéraire. Donc, c'est relativement plus facile, par un biais comme ça, de s'installer dans une intranquillité technique. Je pense que cette intranquillité-là, cette complexité qui permet peut-être de travailler parfois plus dans les nuances, dans les contradictions, dans les ambiguïtés, je pense qu'il est là, l'écrivain européen, pour répondre à ce que vous avez dit. Je pense qu'il existe en acceptant que rien n'est
unique. La langue n'est pas unique et la pensée n'est pas unique non plus. La question pour Guélis, alors vous voulez intervenir? Oui, je vois qu'il y a avec Andrea et avec vous, moi aussi j'aimerais m'inscrire dans cet échange. Parce que on appuie trop, vous êtes des écrivains, vous avez raison de le faire, sur le mot s'exprimer, n'est-ce pas? Ce qui permet s'exprimer ou couvrir toutes les nuances, etc. Mais il y a un autre mot aussi essentiel. Mais moi, c'est de mon point extérieur, de celui qui lit les textes et qui fait les commentaires. C'est le mot création. Nous participons tous à la création. Pour moi, la langue, c'est une conquête. Je parle d'une langue pour conquérir une autre langue. C'est une conquête. Et je participe avec cette conquête à une œuvre civilisationnelle. Ce n'est pas un hasard si pendant 5 siècles, les Grecs apprenaient Homère par cœur. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est apprendre par cœur Homère, Virgile, Dante, Shakespeare, Rabelais et Cervantes. C'est une question de quantité, ce n'est pas une question de qualité. C'est la même structure. Si nous voulons un ensemble culturellement unifié, mais pas dans le sens de l'homogénéité, et que ça existe en soi comme ensemble civilisationnel, il faut s'appuyer sur les grandes valeurs qui structurent de l'intérieur cet ensemble. C'est tellement évident pour moi. Ça ne suffit pas de dire est-ce que chaque petite langue est valable? Bien sûr. Je réponds comme Voltaire, je donnerai ma vie pour que cette langue continue à exister. Mais ça, c'est autre chose. Je dis quand même dans ce que vous avez lu de Nilokis, on sent que, en parlant d'Europe et de la situation en Europe, on a quand même le sentiment assez dur, assez cruel de l'échange inégal entre les langues, du coup. Et donc, comment faire pour que cet échange soit moins inégal? Je ne peux pas me référer toujours sur Danilo Kish parce que c'est vraiment. Mais il y a un autre auteur que j'estime énormément, il n'a pas quitté sa langue maternelle ou natale jusqu'à la fin. Il écrivait toujours dans sa langue, mais que je le considère comme parmi les très grands écrivains européens, c'est Witold Gombrowicz. Il n'a jamais quitté le polonais, mais il est peut-être un des plus grands écrivains européens. Donc, vous voyez, il n'y a pas de solution. Je crois que le mot conquête me satisfait. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts. Et si on n'est pas entendu, si mes thèmes, comme dit Danilo Kish, ne sont pas vos thèmes, mais il faut persister. Il faut persévérer. Il faut revenir et revenir pendant 1 siècle, pendant 2 siècles, revenir. Mais ça, il n'y a pas d'autre solution. Surtout pas les conflits avec les armes. Tout le reste, c'est règle. Voilà. J'ai juste un tout petit commentaire, je crains que je mette les pieds dans le plat. En fait, C'est bien de mettre les pieds dans le plat. moi, je pense qu'en écrivant maintenant depuis presque 22 ans, oui, un peu plus de 22 ans que je suis avec la langue française, dans la langue française, en écrivant, en lisant, je crois que je n'ai pas de préoccupation particulière pour être un auteur européen ou une auteure européenne. Je pense qu'il y a des... Premièrement, on écrit parce qu'on a lu et on lit. Parmi nos références, il y a des auteurs de l'Amérique latine. Vous voyez, je ne connais pas des auteurs français parmi mes amis qui ne jurent pas par Gabriel Garcia Marquez, qui ne parlent pas de la magic reality. Je ne connais pas d'auteurs qui ne parlent pas des auteurs américains comme Philip Roth ou d'autres. Moi, personnellement, vous parliez tout à l'heure de l'Ural, d'ici jusqu'à l'Ural, ça m'a parlé, parce que moi, avant de venir dans la langue française, j'étais amoureuse, et je reste toujours dans la littérature russe. Venue de Calcutta Rouge, mon éducation littéraire, c'était littérature russe et littérature rouge, donc il y a c'est à Berlin, au moment de
de recevoir le prix littéraire international là-bas, on m'avait demandé que voilà les références, nos influences. Je dis, vous savez, je suis indienne, j'écris en français, mais quelque part, je suis russe. Et la personne était très, indulgente. Elle m'a dit, oui, on a aussi un autre auteur, serbo-croate, lui aussi il est très bizarre. C'est voilà, donc moi j'ai mes références. Aujourd'hui encore, quand je relis Maxime Gorky, pas forcément la mère Courage, mais sa trilogie autobiographique. Mais c'est cette littérature qui parle de la misère, de la condition miséreuse du peuple russe, mais qui a le courage, l'espoir dans le ventre. C'est ça qui est exaltant. Donc, quelque part, je pense qu'il est peut-être, je sais que je suis ici à la Maison de l'Europe, on est en train de parler de l'auteur européen, mais quelque part, moi je préfère dire ni l'Inde, ni la langue française, ni la France, mais c'est la langue française qui est ma patrie. Donc un auteur, il n'y a pas de référence vraiment purement géographique pour un auteur pour définir sa patrie. Un auteur a son territoire, son espace virtuel à travers les livres qu'il crée, même en création, et puis c'est ça comme des petits châteaux dans l'air, vous voyez, pas un château dans l'air, et qui flottent dans l'air, qui se trouvent, qui se dialoguent, et c'est le véritable continent d'un auteur, c'est dans sa langue, dans sa création, ce n'est pas géographique. Merci de cette intervention, parce que ça nous permet de donner une précision quand même. Je crois qu'il est clair pour tout le monde ici qu'il ne s'agit pas de défendre une culture européenne dans ses frontières européennes. Il ne s'agit pas du tout de ça aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir un espace qui est l'espace européen dans la diversité de ses langues. Dans la diversité de ses langues, évidemment, chacun exprime ce qu'il a exprimé avec les apports et puis les dettes qu'il a envers tout le monde. C'est ça, je crois que soyons rassurés les uns et les autres là-dessus et soyons clairs, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, John Smith. Oui, je voulais juste donner d'abord une petite précision sur le fait que toutes les langues peuvent parler de tout. Je veux parler des langues en tant que telles, pas de notre faculté à faire dire des choses aux langues. Ça me semble une différence importante. Hein. Mais à part ça, je suis d'accord. Hein. En français, je pourrais écrire des choses que certainement en catalan, je ne pourrais pas écrire et vice-versa, probablement, si j'essayais. Et par rapport aussi à ce concept que je trouve très intéressant d'écrire dans une langue dans laquelle sa propre famille ne peut pas lire. Il se trouve que ma mère parle catalan couramment, c'est sa langue maternelle d'une grande partie de sa vie, mais elle se croit incapable de lire le catalan. Et quand elle essaie de lire un de mes romans, au bout d'un certain nombre de pages, elle dit que c'est trop fatigant, j'y arrive pas, alors que c'est sa langue. Et donc là aussi, c'est quelque chose de très mystérieux, de très douloureux, de très fascinant, qui ouvre des portes pour le groupe psychanalytique diverses et variées. C'est pourquoi est-ce qu'on a choisi cette langue-là. Enfin, soit. Et par rapport à cette identité européenne, il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Buenos Aires, à la foire du livre de Buenos Aires, qui est une des plus grandes au monde, paraît-il, où j'ai participé à une table ronde et avec des écrivains argentins. Et j'ai vu qu'il y avait une fascination pour l'Europe en tant que mosaïque linguistique. Parce que l'Amérique du Sud, c'est quand même... Il y a un vernis, il y a beaucoup de langues qui sont parlées en Amérique du Sud, mais là, il n'y a que l'espagnol et le portugais qui sont des langues vraiment de littérature, en tout cas acceptées. Les langues indigènes sont assez peu audibles. Et donc, il y avait une question que j'ai entendue plusieurs fois, c'était comment vous faites pour arriver à vivre avec vous en tant que société, mais aussi en tant qu'écrivain, en tant que société littéraire, comment vous échangez. Et ils avaient vraiment une sorte d'envie de ça aussi. Et donc, c'est parfois aussi par cet effet miroir qu'on se rend compte que l'Europe, c'est un truc vraiment intéressant, joli et à cultiver absolument, je dirais. Bon, je crois, hélas, que le temps passe, elle va quand même passer un peu plus vite qu'il n'aurait dû, ce qui n'est pas bien de sa part. Et nous aurons donc une petite séquence de questions, si vous voulez bien. Je voudrais faire une réflexion par rapport à ce qu'a dit Andreas. Au niveau des fautes de langue,
il y a un mot pour ça qui s'appelle un cuir en français. Quand quelqu'un fait une faute comme ça, il se trahit. Pourquoi fait-il cette faute? Et il y en a beaucoup, soit dans les médias, l'audiovisuel. J'avais le projet de noter chaque fois, mais j'ai pas eu le courage. Bon, mais il y en a peut-être trop. Ce que je remarque, c'est à la fois culturel et géographique. Parce qu'autrefois, dans les régions où on n'avait que le certificat d'études, les gens parlaient un français impeccable, en dehors du patois, et ne faisaient pas des cuirs comme ça. Bon, maintenant, on est entré dans une autre société, et chaque fois que on croise quelqu'un qui fait un cuir, il ne faut pas hésiter à le remettre sur le droit chemin, comme faisaient les parents autrefois quand ils avaient la culture suffisante. Par exemple, j'étais dans la rue il y a 2 jours, il y a un petit garçon de 12 ans qui a fait des inversions de ce type, et comme je suis très interventionniste, je me suis permis de lui redire la phrase autrement, qu'il a répétée, et j'espère qu'il s'en souviendra. Merci beaucoup. Je vais juste dire 2 phrases. Je vais dire juste deux phrases très vite par rapport à ce que vous avez dit. En fait, les fautes sont aussi ancrées dans le temps. Ce qui est considéré comme une faute n'est plus considéré comme une faute, on n'était peut-être pas une faute dans le temps. J'ai écrit un livre dans un temps grammatical qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, qui est le passé surcomposé. J'ai eu fait. Voilà. Hein? En occitan. Voilà. Quand j'ai habité longtemps dans le sud, c'était tout à fait normal de dire j'ai eu payé la facture, j'ai eu fait, j'ai eu téléphoné. Bon, c'est une habitude peu fréquente. Voilà, c'était enseigné en France comme un temps grammatical tout à fait correct au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est que des gens de la campagne comme ça, des singes, des gens comme ça qui habitent ou dans le sud ou dans la campagne qui parlent comme ça. Et donc on peut écrire un livre avec ça aussi. Mais c'est considéré dans d'autres sociétés, à d'autres niveaux socio-culturels, dans d'autres contrées de la France, considéré comme des fautes. Tout dépend où on habite et aussi évidemment à quel niveau social. Marie-Rouanet. Voilà, on a, depuis ce matin, là, même sur notre soir où je vois du boutillier, véritablement, je crois qu'on a oublié une chose, c'est que tout ce dont on nous a parlé, l'Europe, l'idée de l'Europe, se situe après la conquête militaire de tout le sud où on parlait occitan, et qui est une langue et non un patois, j'ai encore entendu le mot, qui signifie simplement, j'ai été heureuse d'entendre dire le mot de dialecte, hein, par M. Pittman, par un Italien, il parle le dialecte, quand on a parlé de l'unification de l'Italie. Voilà, je viens de recevoir un florilège politique des langues de France, qui me conseille, je le laisserai tout à l'heure, et je vous le laisserai à votre association. Parce que il y a une magnifique carte, et ce florilège ne concerne que les langues autorisées dans l'Hexagone, qui ont le statut de langue parce qu'elles ont le statut de nation. Les Catalans du Nord n'ont pas le statut de nation, de participer à la nation catalane. D'ailleurs, la frontière, elle n'a pas arrêté de faire le yo-yo, hein, donc c'est pareil, hein, c'est la même langue, tout à fait. Donc, il y a l'alsacien, le basque, le breton, le catalan, le corse et l'occitan, qui cette fois sont cités comme des langues nationales. Mais elles n'ont pas droit au statut de langue nationale. Ton catalan que tu utilises, tu as dit que tu étais d'Elne, de quel endroit? Du Boulou, l'Est des Cabestagnes. Hein, voilà. Bon, le Boulou, on y est en Catalogne, il n'y a aucun problème. Il n'y en a pas du tout. Mais là, on en a un qui est la frontière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je ne veux pas dire trop de mal
de la langue française, mais on nous fait des histoires qui sont d'après la conquête militaire à base des hérésies combattues par le bûcher, par des inquisitions qui ont duré des siècles. Hein? Et ça, c'est évacué en général, aussi bien des anthologies que des livres d'histoire. Alors là, moi, hein, je vais vous dire une petite anecdote. J'avais des musiciens, je n'ai jamais chanté en français, pour des raisons personnelles, on en parlera quand on voudra. Et un de mes musiciens a dit, je chante toujours, tu chantes encore des marijuana? Et oui, il a dit, je chante avec la chanteuse serbo-croate. Voilà ce que j'ai eu de mes propres musiciens, qui parfois étaient payés et moi pas. Bon, c'est le problème. Voilà. Alors, ça m'a fait plaisir de vous écouter tous. J'ai une petite tendresse pour toi, pour les Catalans de Catalogne, qui y tiennent. Et d'ailleurs, j'ai voté à la votation de Madame pour la région, j'ai dit Occitanie, pays catalan. Voilà. Et je m'y maintenais et je lui ai dit, quand j'ai eu l'occasion de la voir, qu'il n'y a rien à faire. C'est mon cousin Germain, on leur doit énormément d'accueil. Ils nous ont empêché des livres entiers de brûler, des piles entières de manuscrits d'occitan, parce qu'ils n'y comprenaient rien, les administrateurs, ils ont cru que c'était des hérétiques. Bon, tout ça, on l'a, nous, dans la tête, et ça continue à nous intéresser, et j'ai été navré qu'on nous confonde avec les Catalans. Voilà. Merci Marie. Voilà. Merci Marie. Nous allons avoir l'occasion d'entendre Marie de nouveau, d'avoir le plaisir d'entendre Marie encore tout à l'heure et tout de suite dans la deuxième table ronde et ensuite en conclusion. Voilà. Merci en tout cas, merci cette présence, merci d'être venu jusqu'à nous.